Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par prendre la direction de l'Amérique, des États-Unis grâce au documentaire, reportage et chronique d'Arthur Genre. On va découvrir son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Alexandra de Villers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va voir que Parcoursup arrive à grands pas. Eh bien justement, on va en parler avec vous dans un instant. Mais d'abord, on va aborder un sujet qui touche des milliers d'enfants et de leurs familles, les troubles du neurodéveloppement. Des troubles qui rendent l'apprentissage particulièrement difficile, vous vous en doutez, mais des avancées technologiques ouvrent de nouvelles perspectives. Vous allez le voir. Alors au programme, aujourd'hui, justement, dans l'école du futur, comment la santé digitale peut-elle venir en aide à ces enfants, à ces familles et alléger aussi autant que possible leur quotidien? Eh bien, on va en parler avec notre invité en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour François Vontron. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver dans l'école du futur. Je rappelle, et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes le CEO de Poppins. On va en parler dans un instant, juste après le focus. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être découvert dans Quotidien sur TMC. Arthur Genre a lancé dès 2015 sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire et à la culture américaine. Une chaîne qui rencontre un franc succès avec plus de 180 000 abonnés. On découvre son portrait tout de suite avec Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Genre et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Genre a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Genre a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Genre partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Allez, on va passer à toute autre chose maintenant. Les troubles 10 comme la dyslexie affectent, vous le savez, vous vous en doutez, de nombreux enfants et parfois de manière très handicapante. Mais la bonne nouvelle, c'est que le numérique est en train de révolutionner le domaine de la santé et pourrait aussi bientôt offrir des réponses concrètes à ces difficultés. On va donc découvrir aujourd'hui dans l'école du futur comment ces outils digitaux, combinés à des thérapies traditionnelles, peuvent aider ces enfants et leurs familles. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et donc à nos côtés aujourd'hui en duplex pour en parler, François Vontron, vous êtes le CEO de Poppins. Pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas là la saison dernière quand vous êtes venu pour la première fois nous parler de Poppins, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que vous proposez, à quels besoins aussi vous répondez? Sans souci. Et merci pour l'invitation. On fait chez Poppins des dispositifs médicaux donc pour des enfants qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage. Globalement, on vient se mettre dans un parcours clinique qui vise à donner des outils supplémentaires dans ces parcours de soins. C'est extrêmement important de rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a que les orthophonistes qui sont vraiment la solution, qui est remboursée, prise en charge par l'assurance maladie. Ils font un travail qui est extraordinaire. La question, c'est qu'on en manque cruellement. Les listes d'attente atteignent 18 mois. Et donc,
toute la question est de savoir, est-ce qu'on peut mettre du coup des outils en amont, sans les dévier des parcours de prise en charge, et entre 2 séances d'orthophonie. L'idée étant que du coup, ils aient des prises en charge qui soient plus intensives et qu'on puisse leur donner les meilleures chances. Alors justement, on va en parler ensemble dans un instant. Et puis aussi, je crois que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. D'abord, on fait un peu durer le suspense, hein, François. D'abord, j'aimerais qu'on pose un peu les bases de ces troubles neurodéveloppementaux. Ceux que vous traitez, en tout cas chez Poppins, est-ce qu'ils sont fréquents chez les enfants? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à en mesurer la prévalence? Pour les troubles spécifiques des apprentissages, du coup, qui est le terme du coup générique, et donc qui appartient aux troubles du neurodéveloppement, effectivement, c'est des prévalences qui sont extrêmement élevées. On parle de 5-8% de la population sur la partie dyslexie, et derrière, ce sont des enfants qui vont avoir donc une dyslexie, potentiellement donc des troubles du langage écrit, qui peuvent avoir des troubles du langage oral, une dysphasie, des troubles de la coordination, de la motricité, des troubles dyspraxiques. En fait, il y a vraiment beaucoup de co-occurrence entre ces différents troubles qui font que c'est un sujet clinique qui est très complexe, avec des enfants qui ont chacun leur spécificité, et aussi des impacts en termes quotidiens, avec des impacts sur leur estime de soi, sur leur développement à l'école. Donc vraiment, c'est une globalité qui concerne beaucoup d'enfants et qui est extrêmement complexe à appréhender. Ce dont vous êtes venu aussi nous parler aujourd'hui, c'est le fait que ces troubles 10, ils sont souvent diagnostiqués, vous l'avez dit, très tardivement chez certains enfants. La technologie, là aussi, à travers des applications comme la vôtre, peut donc aider à un dépistage de plus en plus précoce? Alors, on est vraiment sur ce qu'on appelle donc de la prise en charge aussi de première intention en attendant les rendez-vous chez l'orthophoniste. C'est extrêmement important de le rappeler aujourd'hui aussi. On n'est pas en concurrence et de toute façon, il ne faut surtout pas en fait se dévier des parcours de soins avec les orthophonistes, avec les cliniciens, les médecins qui sont vraiment les seuls habilités du coup à pouvoir penser l'enfant dans sa globalité. Évidemment, du coup, des premières prises en charge permettraient de stabiliser aussi l'enfant, de placer Poppins entre 2 séances de rééducation pour rajouter de l'intensivité, et c'est vraiment ça qui est clé aujourd'hui pour faire en sorte qu'on donne les meilleures chances à ces enfants. Et donc tout notre parcours a été depuis 7 ans maintenant de faire un développement clinique sur le même modèle que les dispositifs médicaux. Maintenant, Poppins est reconnu comme un dispositif médical, avec du coup un très haut niveau de preuve à la clé, donc en l'occurrence un essai randomisé contrôlé en double aveugle qui nous permet du coup de proposer le dispositif en étant conscient que ça améliore la lecture des enfants, tant sur la vitesse que la précision, et aussi que c'est tout à fait safe à utiliser. Merci beaucoup François. Alors effectivement, vous parliez il y a un instant du sujet de la prise en charge. Vous visez un remboursement de l'abonnement à Poppins par l'assurance maladie dès 2025. Pourquoi ça, c'était un objectif absolument essentiel pour vous? Qu'est-ce que ça changerait aussi concrètement dans la vie des familles, celles et ceux qui notamment peuvent vous regarder aujourd'hui? C'est extrêmement important parce que du coup, depuis qu'on se parle, on parle d'accessibilité aux soins. Accessibilité aux soins, ça passe aussi par une accessibilité financière. Et ce sont des familles du coup qui ont des coûts extrêmement importants. Certains sont remboursés par l'assurance maladie en ce qui concerne les orthophonistes. Et il y a d'autres professions, des bilans, etc., qui ne sont pas et qui pèsent beaucoup sur leurs dépenses. Et donc toute la question, si on veut vraiment être accessible financièrement, c'est de se mettre dans un parcours de développement clinique qui puisse permettre du coup de prendre en charge intégralement des dispositifs qui ont fait leurs preuves. On y croit beaucoup et on n'est pas les seuls. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout un long parcours qu'on a pu faire pour faire en sorte que dès maintenant, un certain nombre de complémentaires santé, de mutuelles, prennent en charge intégralement le dispositif pour leurs adhérents. On peut parler d'ASIO, de ProBTP, de l'IRSEM, etc. Ces mutuelles, du coup, se positionnent déjà pour dire, OK, c'est reconnu et il y a de la preuve clinique, donc on peut payer intégralement pour ces dispositifs parce qu'in fine, ça fait une sorte de prévention et ça permet de les intégrer dans les parcours de soins. Et la deuxième étape, effectivement, celle que vous avez mentionnée, qui, on l'espère, sera à partir de 2025, c'est qu'on a constitué un dossier, du coup, avec toutes nos données cliniques. On poursuit également nos recherches pour montrer à l'assurance maladie qu'il y a un immense sujet de santé publique sur lequel on peut contribuer à faire en sorte que les parcours de soins soient plus faciles, plus fluides. Et dans ce contexte-là, marcher dans les pas aussi de grands frères, je pense notamment à Tilak Healthcare, dans le domaine du jeu vidéo, qui est un jeu thérapeutique à destination des patients âgés qui ont des DMLA en l'occurrence et qui maintenant est pris en charge par l'assurance maladie. Donc c'est des cas qui existent et qui se sont montrés vraiment extrêmement pertinents dans les parcours de soins.
J'allais effectivement vous demander s'il y avait d'autres exemples avant vous qui ont pu effectivement bénéficier d'un remboursement de leur abonnement ou en tout cas de leur solution à l'assurance maladie. On a la réponse. Maintenant, quelle démarche qu'on se rende bien compte aussi de tout ce qu'il y a derrière, parce que vous êtes aussi bien sûr dans le domaine médical mais aussi dans le domaine de l'éducation, on va en parler dans un instant, mais qu'on se rende compte des démarches qu'il faut faire pour arriver à ce remboursement de l'assurance maladie. À quoi ça ressemble un processus de validation quand on est une start-up comme la vôtre, avoir un dispositif digital qui soit reconnu, prise en charge aussi comme, non pas tellement comme outil éducatif, ce qui était votre cas aussi l'année dernière, ce qui est encore le cas, on va en parler, mais comme traitement médical. C'est un long parcours et donc du coup je vais devoir essayer d'être succinct, mais le projet Poppins, du coup, déjà repose sur de la recherche aussi, de la littérature scientifique pendant plus de 20 ans, qui est arrivé à un certain nombre de protocoles d'entraînement qui ont déjà été très très prometteurs, qui ont fait leurs preuves à l'époque. Notamment, je pense au professeur Michel Habib, qui travaillait énormément sur le sujet pendant toute sa carrière, qui est un neurologue à l'hôpital de la Timone à Marseille. On a transféré cette recherche aussi au sein d'une application. On a fait une première étude avec une quinzaine d'enfants pour montrer que quand vous passez du présentiel de ces entraînements à une application, vous gardez des résultats qui soient pertinents. Ensuite, on est passé pendant la période Covid, où je remercie énormément la Fédération française des disques qui nous a permis de le mettre à disposition des jeunes patients. Pendant la crise Covid, il y avait notamment énormément de difficultés d'accès aux soins. Donc là, 2500 enfants s'en sont emparés et ça nous a permis de comprendre comment ils les utilisaient. Ensuite, un peu plus de 3300 enfants l'ont utilisé dans une nouvelle phase et ça nous a permis d'établir des premières corrélations entre leurs performances sur l'application, leurs diagnostics initiaux, d'essayer de comprendre entre guillemets comment tout ça fonctionnait, d'avoir des premiers signes d'intérêt clinique. Toutes ces données sont publiées évidemment. Et notre dernier essai, donc, qui est un essai randomisé contrôlé en double aveugle, c'est un essai en fait où on compare notre dispositif versus un placebo. Le placebo, c'est très important. Il va avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes couleurs, les mêmes personnages que l'application originale. Mais par contre, comme l'enfant va aller à l'école, il va avoir de l'éducation, il va recevoir plein de simulations, il va se développer d'un point de vue neurodéveloppemental. Ça nous permet en fait de gommer d'un point de vue statistique cet effet-là et de n'isoler aussi que la partie qui est due à Poppins. Et donc de voir que statistiquement, c'est significatif et donc que le jeu en lui-même a un intérêt et que ce n'est pas un effet placebo, effet qui est très connu et qui est particulièrement présent quand on parle de jeunes enfants. Et donc là, maintenant, on a un dernier essai réalisé, qui est un essai avec plusieurs centaines d'orthophonistes dans toute la France. D'ailleurs, s'il y a des orthophonistes qui nous écoutent, je vous encourage à nous rejoindre, à participer à cette évaluation de ces outils. Donc, c'est des processus qui sont extrêmement longs, mais qui sont extrêmement importants, d'une part, pour avoir la confiance des associations et que c'est des associations de patients et de professionnels. Et puis aussi, on est dans des contextes budgétaires qui sont, vous le savez, restreints. Donc, il faut faire la preuve de tous ces outils, tant d'un point de vue budgétaire que par le respect qu'on doit aux patients de leur fournir des outils qui ont fait leur preuve. Ça, c'est sûr. Et en tout cas, l'appel aux orthophonistes et aux autres a été entendu et passé. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant. On va parler aussi du cœur de l'application, la gamification, les sujets éducatifs dans un instant avec vous, François. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Allez, on est toujours de retour sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, François Vontron, le CEO de Poppins. François, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, au programme aujourd'hui, Parcoursup, parce que bah oui, ça arrive tout ça à grands pas. Exactement, Philippine, le calendrier 2025 est sorti cette semaine, donc le compte à rebours a démarré pour tous les candidats. Alors, on fait un petit rappel avec vous. Parcoursup, c'est pour qui, c'est pourquoi? Expliquez-nous tout. Alors, Parcoursup concerne les élèves de terminale qui souhaitent poursuivre leurs études l'année prochaine et les étudiants en réorientation qui n'avaient pas forcément fait le bon choix. Le principe est très simple. Parcoursup va proposer 23 000 formations aux candidats. Les candidats vont faire leur choix. Ensuite, la machine tourne, l'algorithme, on va dire, assez complexe, se met en route et les vœux, les réponses sortent quelques semaines plus tard. Alors, est-ce qu'il y a des échéances, j'imagine, à respecter quand on est lycéen ou étudiant? Oui, c'est extrêmement important. Il faut absolument respecter le calendrier. Il est très précis. Eh oui. Alors, premièrement, le 18 décembre 2024, la plateforme ouvre, c'est-à-dire qu'elle a actualisé toutes les informations. C'est vraiment l'occasion pour les lycéens, les étudiants, de voir un petit peu les nouveautés de Parcoursup. Ensuite, le 15 janvier 2025, c'est le moment où les étudiants et les lycéens vont pouvoir faire leurs vœux. Très important, ils ont jusqu'au 13 mars, 23h59, pas une seconde de plus pour faire leurs vœux. Et puis ensuite, le 2 avril, c'est vraiment la deadline, c'est le moment où il faut avoir tout rempli sur Parcoursup, fait ses lettres de motivation, etc. La machine se met en route à ce moment-là et les résultats vont sortir. On n'a pas encore les dates, mais grosso modo, c'est fin mai, début juin. D'accord. Ensuite, la phase complémentaire va démarrer mi-juin. C'est vraiment pour tous les lycéens et étudiants qui ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur a proposé. Et puis, 2 dates à retenir. Le 10 juillet, c'est la fin de la procédure principale. Et le 11 septembre, la fin de la procédure complémentaire. Merci en tout cas pour tout ça et pour ce calendrier. Maintenant, qu'est-ce que vous conseillez justement aux candidats pour se préparer à faire des choix, Alexandra? Eh bien oui, il va falloir faire les choix à partir du 15 janvier. Donc là, on est début octobre, mi-octobre. Il faut commencer à réfléchir vraiment à son projet professionnel, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc est-ce qu'on a envie plutôt d'aller vers le médical, le paramédical? Est-ce qu'on a envie de faire des sciences, peut-être des études d'ingénieur, de commerce, de communication, de journalisme, peut-être un métier artistique? Il faut déjà se poser cette première question. Et au niveau des différents types de formations, comment là aussi on vient faire des choix? Alors, il faut se poser plein de questions. Il faut s'interroger. Est-ce que je suis capable de beaucoup travailler? Est-ce que j'ai envie d'être challengée? Dans ce cas, je peux peut-être faire une préparation, une classe prépa, une CPGE. Ensuite, on peut se demander, est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être encadré ou est-ce que je suis complètement autonome? Si je suis tout à fait autonome, ça peut être une licence universitaire. Si je ne le suis pas, la licence, c'est pas facile. Ensuite, on peut se demander, est-ce que j'aime le concret? Est-ce que j'ai envie d'apprendre par la pratique? Dans ce cas-là, c'est mieux peut-être de choisir une école spécialisée, par exemple de commerce post-bac, d'ingénieur à prépa intégré. Et puis, si on en a vraiment marre du lycée et que voilà, la théorie, c'est plus ce qu'on adore et qu'on a envie de concret, vraiment d'être sur le terrain, l'alternance, c'est absolument merveilleux. Ces questions vont permettre d'affiner les choix du candidat. Il faut aussi se demander, c'est vrai, où partir pendant ses études, j'imagine. Exactement, c'est une question que les lycéens ne se posent pas et au moment de faire les choix sur Parcoursup, ils sont très embêtés. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai envie de rester à la maison? Est-ce que c'est important pour moi? Ou est-ce que je peux me voir partir, quitter le foyer familial, m'installer en province, voire à l'étranger? Un petit conseil que je peux donner, c'est que si on veut faire une classe préparatoire, c'est quand même mieux de rester pas trop loin de la maison. C'est très pratique de rentrer le week-end, de décharger un peu. Oui. Une autre chose très importante, et ça les lycéens ne le savent pas, c'est que pour tout ce qui est universitaire, c'est sectorisé. Donc il vaut mieux vraiment postuler dans son académie plutôt que dans une autre académie où on va passer après tous les autres. C'est plus facile. Comment on peut être sûr, alors, parce que j'imagine que les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, ça se pose la question, être sûr qu'une école va nous plaire? Alors, on n'est jamais sûr à 100%, évidemment, mais il y a des moyens de s'assurer quand même un petit peu du choix qu'on va faire. Le premier moyen, c'est de faire les journées portes ouvertes ou les demi-journées d'immersion proposées par les écoles. C'est essentiel. Honnêtement, c'est plus intéressant que les salons où vous allez avoir énormément d'écoles au même endroit. C'est beaucoup mieux d'aller visiter l'établissement. Déjà, ça nous permet de le découvrir, de connaître, de discuter avec des étudiants. Deuxièmement, ça va permettre aux candidats de faire leur choix quand ils vont avoir leur proposition d'admission.
Au moment des résultats de Parcoursup, vous avez 3 jours pour décider entre tous les oui que vous avez. Si vous n'êtes pas allé voir, c'est très compliqué de se positionner. Effectivement. Est-ce que vous avez un petit conseil pour terminer, Alexandra? Bien sûr, il faut être proactif en fait. Quand on est un candidat à Parcoursup 2025, eh bien, il faut se renseigner, il faut aller regarder les formations, il faut commencer à faire des portes ouvertes. Il y en a qui démarrent au mois de novembre, en novembre, même si c'est plutôt décembre, janvier, février. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va faire des choix intéressants et qu'on sera content de son orientation. Ça, c'est sûr, et c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Et puis, vous aurez toutes les dates sur Parcoursup dès l'ouverture de la plateforme, c'est-à-dire le 18 décembre. C'est ça. Et ben voilà, merci infiniment. Avec Alexandra, plaisir, Philippe. pour cet éclairage sur Parcoursup et ses grandes dates. Et puis, on va continuer ensemble à discuter avec notre invité, notamment. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. On continue d'en parler avec notre invité en duplex aujourd'hui, François Vontron. On vous retrouve et je rappelle, vous êtes toujours, ça n'a pas changé, le CEO de Poppins. Je disais juste avant la chronique d'Alexandra, à la fin de la première partie, que ce qui est intéressant aussi dans Poppins, bien sûr, c'est cet aspect médical. Il y a aussi, et c'est important, l'aspect éducatif et notamment la manière dont vous abordez les choses. Entre autres, la gamification, le fait d'utiliser la gamification, ce qu'on appelle par ça, c'est les mécanismes de jeu dans des contextes qui ne sont pas forcément très ludique. Ça, c'est au cœur aussi de Poppins. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce système de jeux vidéo, quelque part, c'est un outil justement efficace aujourd'hui pour traiter les troubles 10 ? En fait, le sujet, on a beaucoup discuté de médical, de sciences, etc. tout à l'heure. Sauf que vous aurez beau avoir l'outil le plus pertinent du monde, si jamais des enfants ne s'en servent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc vraiment, la question de l'usabilité, la question de l'intérêt est absolument cruciale. Donc c'est comme ça qu'on est tombé dans le jeu. On pourrait avoir un débat d'ailleurs sur la question de la gamification. Gamification, souvent, ça sous-entend qu'on rajoute une couche de jeu sur un sujet qui est sérieux. On est absolument persuadé depuis le début que ça doit se faire dès le début. Donc dès le début, on travaille avec des gens qui viennent de chez Ubisoft, de studios de jeux vidéo, pour faire en sorte que l'expérience soit vraiment riche, soit interactive. On ne croit pas non plus aux fameux jeux sur lesquels vous allez juste avoir une interaction très tactile où l'enfant va être collé devant un écran. Donc faire en sorte que l'enfant puisse chanter, bouger, utiliser les accéléromètres, utiliser les webcams, faire en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit très interactif. C'est extrêmement important pour nous, pour faire en sorte que du coup, il y ait de l'adhésion au dispositif. Oui, et au-delà de cette interactivité, j'ai lu aussi dans vos certaines interviews récentes que ces jeux, et que vous allez nous expliquer dans un instant, ils permettent aussi de renforcer les connexions neuronales, et ça, c'est super important dans ces troubles du développement et du neurodéveloppement. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Dans ces jeux, on a 2 parties, 10 minutes de jeux rythmiques et musicaux et 10 minutes de jeux de langage écrit. Les jeux rythmiques, c'est extrêmement important pour des populations d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Le rythme est un déficit systématique quasiment. Le rythme, c'est extrêmement important, comme c'est ce qui va vous permettre de segmenter les sons dans la parole et de rentrer dans la lecture. Autrement dit, c'est un sous-jacent de la lecture et de l'écriture. Et de travailler ces aspects rythmiques va vous permettre du coup de mieux apprendre à lire. Ça concerne la moitié du dispositif et du coup, ce sont des entraînements rythmiques qui ont été vraiment conçus à cet effet pour les enfants dyslexiques. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle plutôt donc des jeux de langage écrit, des choses un peu plus terre à terre appliquées que vous allez retrouver par ailleurs, où vous allez avoir des exercices de lecture, de compréhension, etc. L'idée étant du coup de garder la motivation de l'enfant et donc d'alterner entre les deux au sein d'une aventure. Le tout, du coup, 10 minutes plus 10 minutes, ça fait une capsule de 20 minutes. Et au-delà de 20 minutes, tout simplement, on dit à l'enfant d'aller faire autre chose, qu'il est temps d'arrêter l'écran, d'arrêter la tablette et plutôt d'aller jouer dehors, mais vraiment d'utiliser du coup le média numérique à des fins d'éducation spécialisée de la bonne manière, en tout cas on l'espère. Vous mentionnez aussi dans vos interviews que Poppins, et c'est important, c'est un point en tout cas que vous soulignez, c'est un outil thérapeutique et non éducatif. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de le souligner? Parce qu'on pourrait se dire aussi que la frontière, elle est quand même assez fine, non? La frontière est complètement fine, et d'ailleurs c'est une frontière qui doit justement être très perméable et on l'encourage de plus en plus. D'ailleurs, de plus en plus, maintenant aussi, les orthophonistes peuvent commencer à venir dans les écoles. Et donc, il y a vraiment un sujet de faire en sorte que les enfants soient suivis de manière holistique autour d'eux et qu'ils n'aient pas forcément besoin de se déplacer de l'essence d'un cabinet libéral à un autre, etc. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement important pour les enfants. Et oui, vous avez raison de le dire, le sujet de l'éducation versus la médecine est très, très, très perméable. On s'est positionné néanmoins, nous, d'un point de vue très clinique, aussi d'un point de vue scientifique.
ça nous permet de faire des études avec une rigueur qui est très importante, de se placer en fait sur le même modèle que le dispositif médical. Aujourd'hui, on est principalement utilisé du coup dans des sujets en fait cliniques, donc on est reconnu comme un dispositif médical avec du coup tout ce que ça implique derrière en termes de diagnostic. Et progressivement, effectivement, c'est très envisageable que du coup, on commence à s'étendre au-delà. Mais vraiment, le sujet du positionnement initial clinique permet aussi de renforcer toute la preuve et la valeur scientifique qu'on a construite les 7 dernières années. Bien sûr, et effectivement, la question que j'allais vous poser, les enfants qui souffrent de troubles 10, ils se retrouvent évidemment en difficulté dans le secteur scolaire. Est-ce que vous pensez justement que des outils comme le vôtre, ils pourraient être à terme, et grâce à cette preuve clinique que vous avez développée, intégrés dans des programmes scolaires, là, dans l'école, concrètement, au plus proche des élèves? Alors, j'aimerais bien avoir la réponse. Malheureusement, ça, je retournerai la question plutôt du coup aux gens qui font les politiques d'éducation. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément du coup la direction dans laquelle nous aujourd'hui on creuse le plus, dans le sens où là on se rend compte qu'on a développé une vraie expertise, c'est dans le développement du coup de produits à valeur clinique. Et derrière, on laisse des acteurs institutionnels en place, ou en fait qui sont du coup très présents sur le terrain et qui voient les enfants au quotidien, ce qui n'est pas notre cas, c'est important de le rappeler, faire en sorte qu'ils puissent du coup les accompagner au mieux, concrètement. Et donc du coup, nous, notre démarche aujourd'hui, ça va être d'aller aider des enfants qui ont d'autres besoins éducatifs spécifiques. Je pense à des enfants qui vont avoir des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, des enfants avec des bégaiements, des enfants avec des troubles du langage oral, des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Et donc progressivement, on va aller lancer, du coup on lance déjà des nouveaux projets de recherche pour aller aider d'autres enfants qui ont des besoins éducatifs et médicaux très spécifiques. Alors justement, sur ce sujet-là, comment vous voyez, François, l'évolution des connaissances autour justement de ces troubles 10 au fil des années? Est-ce qu'il y a des avancées parmi, bien sûr, entre elles la vôtre, mais qui ont changé la manière dont ces troubles sont pris en charge? Il y a une avancée notamment qui est assez importante et qui se reflète par des recommandations de bonnes pratiques il y a 1 an ou 2, qui est la question de l'intensivité. De plus en plus maintenant, on se rend compte que ces enfants ont besoin d'une prise en charge qui est plus intensive, quitte à ce qu'elle soit sur un temps plus court pour donner les meilleures chances aux enfants. Et donc c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on se place, de faire en sorte de se dire... malheureusement, de toute façon, vu qu'on n'a pas assez de professionnels pour accompagner au quotidien l'enfant, et même d'ailleurs c'est une rééducation qui devrait se poursuivre à la maison, donnons tous les moyens pour que l'enfant, de manière autonome aussi, puisse poursuivre ça à la maison. Donnons tous les moyens aux parents pour comprendre, avoir les clés de lecture, avoir accès à du contenu fiable. Et c'est super important, je pense que ça c'est malheureusement un constat qu'on fait tous, que sur Internet vous allez pouvoir trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a construit une communauté avec la Fédération Française des 10, avec la MAE qui est le premier assureur dans le public, pour avoir quelque chose d'ouvert. Donc c'est une communauté qui est gratuite, qui permet du coup d'avoir accès à du contenu, des échanges, d'avoir accès à des ressources fiables qui sont validées. Et tout ça, on a pour espoir de faire en sorte que du coup les prises en charge deviennent de plus en plus fluides, entre guillemets, et les moins surtout, que ça ressemble le moins possible à un parcours de combattant pour les parents. Et si le remboursement de l'application est accepté, peut-être que ça pourrait aussi diminuer, vous l'avez dit, la durée des listes d'attente pour les consultations chez un orthophoniste. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux enfants et c'est beaucoup de succès aussi qu'on vous souhaite à vous chez Poppins. Merci infiniment en tout cas François Ventron d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Merci aussi à vous, Alexandra, d'avoir été parmi nous, chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours, dès demain et dès 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.